Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Les grèves des transports nous ont obligés à prendre l'antenne un tout petit peu plus tard. Pour cette émission consacrée à l'actualité politique et parlementaire. Ahmed Tazir, éthique et parlementaire. Ahmed Tazir est avec nous comme chaque matin pour la revue de presse. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Alors qu'y a-t-il à la une des quotidiens ce matin? Oui, la presse revient ce matin sur l'attentat de Paris qui relance le débat sur les fichiers S. Attaque à Paris, une fois de plus, le tueur était fiché, constate le Parisien aujourd'hui en France. Merci Ahmed. Ludovic Faux, bonjour. Vous êtes avec nous également. Vous allez revenir sur les grandes déclarations politiques du week-end. Oui, il sera notamment question de la politique sociale du gouvernement ou de son absence, justement, de cette politique sociale. Et puis on parlera aussi de la réforme des institutions. Et puis à 9h, eh bien, ce sera Valérie Rabault qui sera avec nous sur ce plateau, députée Nouvelle Gauche du Tarn et Garonne, présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Alors que faire contre les fichiers S? Est-elle favorable à un durcissement de la législation? Demande-t-elle un rééquilibrage de la politique menée par Emmanuel Macron, à l'image de François Bayrou ou de la députée de la majorité Brigitte Bourguignon? La votation à la SNCF pour empêcher la réforme ferroviaire est-elle légitime? Nous allons entre autres lui poser toutes ces questions. Et puis si vous aussi, vous souhaitez l'interroger ou tout simplement participer à cette émission, eh bien faites-le sur Twitter et avec le hashtag Polmat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce lundi 14 mai. Vive réaction politique à droite et à l'extrême droite après l'attentat de Paris samedi soir, revendiqué par l'État islamique. L'assaillant qui a tué un homme et fait 4 blessés était fiché S mais sans antécédent judiciaire. Laurent Wauquiez et Marine Le Pen demandent des actes. Les parents du jeune Tchétchène, français d'origine tchétchène, abattu sont actuellement en garde à vue, ainsi qu'un de ses proches. Journée sans train et sans cheminots à la SNCF. Au 18e jour de grève, la mobilisation s'annonce suivie contre le projet du gouvernement. Le trafic sera très perturbé. Les salariés de la SNCF sont aussi amenés à se prononcer sur la réforme ferroviaire. Une votation est organisée sur une semaine par les syndicats. Elle n'aura pas de valeur juridique. Le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes débattu à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle. Le texte adopté en commission a été l'occasion de vifs échanges sur l'article 2, la sanction des abus sur mineurs. Il ne fixe pas l'âge du consentement sexuel à 15 ans, ce qui provoque la colère de plusieurs associations. Débat relancé sur les fichiers S, la polémique politique est repartie après l'attentat de samedi soir à Paris. L'assaillant, un Français d'origine tchétchène, fichier S, n'avait néanmoins pas d'antécédent judiciaire. La droite et l'extrême droite demandent des actes au gouvernement. Nathalie Guilloire. L'émotion a vite laissé place à l'indignation à droite et à l'extrême droite. Cet homme que l'on voit sur cette photo est à l'extrême droite. Khamzat Azimov, est l'auteur présumé de l'attaque au couteau qui a coûté la vie à une personne samedi soir à Paris. C'était un Français né en Tchétchénie en 1997. Il a été naturalisé en 2010 et été fiché S depuis 2016 et inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation islamiste. Donc on voit bien que notre arsenal n'est pas suffisant, nous avons besoin d'agir et nous voudrions que le gouvernement nous entende. Moi je suis un peu frappée par cette absence de volonté de nommer le mal et de volonté aussi maintenant de prendre des décisions. Laurent Wauquiez hier a tenu à rappeler 4 mesures qui doivent être rapidement mises en œuvre par l'exécutif, dont l'internement des fichiers S dangereux. Marine Le Pen, la présidente du Front National, réclame également des actes du gouvernement. Je trouve que ce gouvernement qui nous explique que, écoutez, ils sont assez contents d'eux-mêmes et que pour finir, ils ne changeront strictement rien est catastrophique. On voit bien que ces fiches S ne servent à rien. Face à ces critiques, le gouvernement maintient sa ligne. Malheureusement, le risque zéro n'existait pas et que ceux qui expliquent que par un coup de baguette magique ou par des mesures sorties du chapeau, quand un événement comme celui qui est survenu hier advient, bien suffirait à régler le problème, cela mente.
Il n'y a pas, malheureusement, de moyen d'empêcher ce type d'événement. Cette attaque porte à 246 le nombre de tués dans des attentats sur le sol français depuis 2015. Et nous revenons à présent sur les grandes déclarations politiques du week-end avec vous, Ludovic Faux. Ludovic, ce matin, il est notamment question de la politique sociale d'Emmanuel Macron. Oui, les émissions politiques du week-end ont bien sûr été largement consacrées à l'attentat dont on vient de parler. Par ailleurs, un peu plus d'un an après l'élection d'Emmanuel Macron maintenant, deux figures de la majorité sont montées au créneau ce week-end pour défendre l'action du chef de l'État, mais aussi et surtout pour plaider en faveur d'une politique qui mette davantage l'accent sur la justice sociale. Alors François Bayrou d'abord, dans une interview au journal Le Parisien dimanche, le président du Modem regrette l'absence de projet social assumé et cohérent. Je comprends qu'il soit important de rendre la France attractive pour les investisseurs, affirme François Bayrou, qui ajoute cependant qu'il faut aussi la rendre attractive pour les Français. Alors interrogé sur ce que doit faire Emmanuel Macron pour se débarrasser de l'image de président des riches, eh bien François Bayrou répond en étant à la fois le président entraînant, inspirant et le président, juste, garant de la justice dans la société. Sur la même longueur d'onde, la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Brigitte Bourguignon, députée La République En Marche, a elle accordé une interview au journal du dimanche, dans les colonnes duquel elle déclare « S'il y a un élan économique, on ne peut pas admettre que les plus fragiles restent à l'écart. Nous avons le devoir de faire plus et plus vite pour ceux qui ont moins ». Résultat, dans les heures qui ont suivi la publication de ces interviews, la réponse est venue du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a défendu la politique menée depuis le début du quinquennat, y compris en matière sociale. C'était sur RTL. Divise par deux le nombre d'enfants par classe, c'est une politique sociale. Quand on s'attaque à la formation professionnelle, à la question du logement, c'est une politique sociale. Il faut sortir d'un État qui en permanence considère qu'une bonne politique sociale, c'est faire des chèques, parce qu'en général, c'est une dépense nouvelle et l'année d'après, un impôt supplémentaire. C'est une vraie rupture avec ce qui a été fait ces 20 dernières années, gauche et droite. Aucun regret sur l'année qui s'est écoulée. J'ai un seul regret, c'est que le président de la République n'ait pas été élu président il y a 10 ans. Il aurait été sans doute un peu jeune. Mais parce que j'ai une certitude, c'est que si nous avions fait depuis 10 ans ce que nous avons, commencé à faire depuis un an, le pays irait mieux aujourd'hui. Enfin, tout autre sujet, le président de l'Assemblée nationale était l'invité, lui, de France Inter hier. François de Rugy a notamment été interrogé sur la réforme des institutions. Alors, contrairement à l'opposition, il ne dénonce pas un projet qui abaisserait les pouvoirs du Parlement. Mais il estime qu'à l'heure actuelle, le compte n'y est pas en ce qui concerne le renforcement du pouvoir de contrôle et d'évaluation des parlementaires. Écoutez le président de l'Assemblée. On ne se satisfera pas de ce qui est actuellement dans le texte en matière d'évaluation, d'outils à la disposition des parlementaires. Mais que les Français qui nous écoutent comprennent bien que c'est pas pour donner des droits supplémentaires aux parlementaires. Moi, je suis pas le chef du syndicat des parlementaires. Moi, je suis là pour que les Français, les députés, c'est la voix des citoyens face à l'administration. Vous savez que les rapports de l'inspection générale des affaires sociales, de l'environnement ou d'autres, ils ne sont même pas transmis aux parlementaires. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas une démocratie adulte et ce n'est pas au service de l'efficacité des politiques, ce n'est pas au service des citoyens. Voilà François de Rugy hier sur France Inter. Merci Ludovic Faux pour toutes ces grandes déclarations. On passe à présent à la revue de presse, à la une des quotidiens, les fichiers S au cœur du débat politique. La revue de presse avec Ahmed Tazir. Alors Ahmed, la presse revient ce matin sur l'attentat de Paris qui relance le débat sur ces fichiers S. Oui, à quoi bon créer des fichiers si l'on est incapable de les exploiter correctement, Cette question ressurgit au lendemain de chaque assassinat commis par un islamiste radicalisé. Alors question juste ou injuste, regardez ces unes de la question juste ou injuste, regardez ces unes de la presse quotidienne nationale. Attaque à Paris. Une fois de plus, le tueur était fiché, constate le Parisien aujourd'hui en France. État islamique, pourquoi ce n'est pas fini, s'interroge Libération. L'attaque de samedi, c'est l'archétype d'un terrorisme low cost, difficile à combattre, souligne votre quotidien. La une du Figaro, l'attentat de Paris relance le débat sur les fichiers S. Dans les éditoriaux cette fois, il y a ceux pour qui il faut arrêter la démagogie. Ce néo-terrorisme low cost est difficilement prévisible. Il y a ceux pour qui il va falloir
devoir s'habituer au terrorisme, ceux pour qui l'État est trop laxiste. C'est l'avis au terrorisme, ceux pour qui l'État est trop laxiste. C'est l'avis de Laurence de Charest du Figaro. Demain sera encore le théâtre de tragiques attentats, tant l'expansionnisme salafiste se nourrit de nos renoncements, petits abandons, grandes capitulations juridiques et culturelles si souvent opérées au nom d'un État de droit ou d'une laïcité dévoyée, écrit l'éditorialiste. L'État clame son attachement à la loi 1905 tout en organisant, écrit l'éditorialiste, la venue d'une centaine d'imams pour le ramadan, mais il n'expulse pas tous les prédicateurs aux prêches antisémites et prônant la violence. Emmanuel Macron a dénoncé, à raison, le relativisme morne qui nous mine. Il lui reste à transformer le verbe en action, conclut l'éditorialiste du Figaro. Ça n'est pas l'avis de Paul Quinault dans Libération, pour qui les Français savent que même avec Wauquiez à l'Élysée, Le Pen à l'intérieur et Dupont-Aignan aux armées, le risque zéro n'existerait pas. La droite dure et l'extrême droite ne sont pas à la hauteur des défis qu'impose ce néo-terrorisme low cost, écrit l'éditorialiste. Est-ce à dire qu'il ne faut pas s'interroger sur les politiques et les techniques de lutte antiterroriste? Évidemment que non. Techniques de lutte antiterroriste? Évidemment que non. Mais brandir comme des magiciens butés des solutions soit contraires à l'état de droit, soit jugées absurdes et inapplicables par les services de police eux-mêmes, contribue à abaisser le débat, écrit l'éditorialiste. C'est d'autant plus regrettable que les Français, eux, malgré la répétition à épreuve, gardent leur sang-froid, conclut l'éditorialiste. Dans la presse quotidienne régionale, direction Strasbourg, la piste de Strasbourg, c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Ramzat Asimov, l'auteur de l'attaque au couteau à Paris, avait grandi dans une famille de réfugiés tchétchènes dans la banlieue de Strasbourg. Un de ses amis, sur la photo, là, en une, a été interpellé à Strasbourg. Cet édito bien inspiré des DNA, au constat des conflits, qu'on n'en a pas fini avec un terrorisme issu toujours des mêmes délires, s'ajoute la prise de conscience que le paradigme a basculé, écrit Didier Rose dans les DNA. L'effet de propagande islamiste s'appuie sur des tueurs isolés. Embastillés avec tapage et sans distinction reviendrait à désarmer une surveillance qui a déjoué des dizaines de projets d'attentats grâce à sa discrétion. Il n'est pas simple d'expliquer que n'existe aucun mode de désamorçage mécanique de la menace, mais il relève d'un devoir de vérité, de le reconnaître, tandis que la démagogie préfère user de raccourcis, conclut l'éditorialiste Brigitte. Merci Ahmed pour cette revue de presse et on vous retrouve bien sûr demain avec un petit peu plus d'images et de journaux. On va regarder à présent ensemble le sommaire de cette seconde partie de Politique Matin avec à 9h Nathalie Elimas qui va nous rejoindre, les députés MoDem du Val d'Oise, membre de la commission des affaires sociales, et avec nous, avec elle, nous allons parler du projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes qui arrive à partir d'aujourd'hui en débat dans l'hémicycle. Elle nous dira si l'article 2 sur les abus sur mineurs qui fait beaucoup parler à l'Assemblée et en dehors peut être modifié ou pas. Elle nous dira également si elle partage les craintes des associations sur une correctionnalisation du viol. On verra ça avec elle donc dans quelques instants. À 9h15, le terrorisme a encore frappé en France. Un Français d'origine tchétchène a tué une personne samedi soir en plein Paris et fait 4 blessés. Il était fiché S et avait été entendu il y a 1 an par la police. Alors l'État a-t-il failli? Comment prévenir un nouvel attentat? Faut-il faire évoluer la législation sur les fichiers S? On en débattra dans Ça fait l'actu avec Pascal Bonnefille de l'hémicycle et Ludovic Faux d'LCP. Enfin, à 9h25, ce sera l'état de l'opinion avec Jean-Daniel Lévy. Il reviendra sur la popularité des ministres du gouvernement Philippe, sondage Harris Interactive. Mais tout de suite, l'actualité en 3 titres. Vive réaction politique à droite et à l'extrême droite après l'attentat de Paris samedi soir revendiqué par l'État islamique. L'assaillant qui a tué un homme et fait 4 blessés était fiché S mais sans antécédent judiciaire. Laurent Wauquiez et Marine Le Pen demandent des actes. Les parents du jeune Français d'origine tchétchène abattu sont actuellement en garde à vue ainsi qu'un de ses proches.
Journée sans train et sans cheminots à la SNCF au 18e jour de grève. La mobilisation s'annonce suivie contre le projet du gouvernement. Le trafic sera très perturbé. Les salariés de la SNCF sont aussi amenés à se prononcer sur la réforme ferroviaire. Une votation est organisée sur une semaine par les syndicats. Elle n'aura pas de valeur juridique. Le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes débattu à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle. Le texte adopté en commission a été l'occasion de vifs échanges sur l'article 2, la sanction des abus sur mineurs. Il ne fixe pas l'âge du consentement sexuel à 15 ans, ce qui provoque la colère de plusieurs associations. Il est 9h et nous accueillons sur ce plateau Nathalie Elimas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée MoDem du Val d'Oise, membre de la commission des affaires sociales. Alors, on va revenir d'abord en images sur ce projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes qui sera donc débattu à partir d'aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale. Après 8 heures de débat pour seulement 4 articles, il a été adopté mercredi dernier en commission. On fait le point sur ces échanges avec Alice Rougerie. C'est un texte modifié qui sera débattu dans l'hémicycle. L'article 2 le plus débattu dans l'hémicycle. L'article 2 le plus discuté a été reformulé en commission pour définir les notions de contrainte morale et de surprise lorsqu'il y a agression sexuelle sur mineurs. Elles sont maintenant caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Nous voulons condamner tous les rapports sexuels qui ont lieu avec des moins de 15 ans, en partant du principe que quand vous avez moins de 15 ans, vous ne pouvez pas avoir un rapport sexuel avec un moins de 15 ans, vous ne pouvez pas avoir un rapport sexuel avec un adulte. Autre point de discussion, l'article 1 sur le délai de prescription. Il passe de 20 à 30 ans, pas suffisant pour certains qui demandaient l'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité est réservée aux crimes contre l'humanité, mais ne pouvons-nous pas considérer finalement que la pédophilie est un crime véritablement contre l'humanité ? L'article 3 condamne le cyberharcèlement et le 4e crée l'infraction d'outrage sexiste, du harcèlement de rue, puni d'une amende de 90 €. Il n'y aura pas un policier derrière chaque femme, heureusement pour ces femmes d'ailleurs, mais on définit un interdit de la même façon que le code de la route a défini le stop. Il n'y a pas un policier derrière chaque stop de France. Et pourtant, nous respectons aujourd'hui. 4 articles donc, et un texte qui ne va pas assez loin, regrette l'opposition. La montagne aujourd'hui, me semble-t-il, a accouché d'une toute petite souris qui ne répond pas aux besoins des victimes. Et de notre point de vue, seule une loi cadre, c'est-à-dire une loi avec des moyens associés, aurait pu permettre d'accompagner ce mouvement. La députée, remontée, promet une bataille politique dans l'hémicycle. Alors l'article 2, on vient de le voir, a été profondément remanié en commission. On parle d'abus de vulnérabilité, Nathalie Elimas, de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Pourquoi ne pas avoir finalement retenu ce qui était prévu au départ, qui était la présomption de non-consentement en dessous de 15 ans ? Alors effectivement, la rédaction du texte telle qu'elle est faite aujourd'hui pose un seuil d'âge. Mais c'est un seuil d'âge qui est fixé, vous l'avez dit, sans présomption. Ce qui signifie aujourd'hui que très concrètement, rien ne change et que finalement, ça restera à la libre appréciation et interprétation des juges. Et de ce fait, le consentement d'un enfant pourra encore être questionné. Donc effectivement, on a amendé le texte en commission. On est passé de l'abus d'ignorance dans la rédaction initiale à l'abus de vulnérabilité. Mais finalement, la question du consentement reste la même. Je ne comprends pas très bien. Vous dites rien ne change finalement. Pourquoi cette loi finalement ? Pourquoi cette loi ? Parce que, alors, cette loi, c'est 4 articles. Initialement, c'était des articles qui étaient, enfin, la loi initiale était rédigée dans le sens de des violences faites aux femmes, des violences faites aux femmes, du harcèlement de rue, de toutes les entraves que peuvent du harcèlement de rue, de toutes les entraves que peuvent connaître les femmes, dans le secteur public, sur la voie publique. Et puis il y a eu l'affaire Sarah à l'automne dernier, qui a fait beaucoup de bruit médiatique et qui a posé la question du consentement.
Alors, il y a eu un peu de flottement, puisque les ministres ont d'abord évoqué 13 ans, et puis Emmanuel Macron a posé l'âge de 15 ans. Donc aujourd'hui, effectivement, il est écrit dans le texte, cet âge de 15 ans, puisque jusque-là, il y avait un flou juridique, il y avait une zone grise. Aujourd'hui, on a bien un seuil d'âge, tout mineur de 15 ans. Néanmoins, sans présomption, on n'inverse pas la charge de la preuve. Il n'y a surtout pas d'irréfragabilité, puisque ça aussi, c'est un point qui pose question et que moi, j'ai soulevé en commission des lois. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors moi, en commission des lois... Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors moi, en fait, j'ai proposé 2 seuils d'âge. Un seuil d'âge pour les mineurs de 13 ans où, en fait, je propose une contrainte établie. La contrainte, c'est un des éléments constitutifs du viol. Il y a 4 éléments constitutifs, la contrainte, la menace, la violence et la surprise. Et moi, je pose que cette contrainte est établie. Ça permettra ainsi de ne plus jamais questionner le consentement de l'enfant parce que, pardon pour la brutalité de mes propos, mais qui peut considérer véritablement aujourd'hui qu'un petit garçon, une petite fille de 7, 8, 9 ans est allé dans un local poubelle pratiquer une fellation sur un adulte? Est-il consentant? Bien sûr que non. Mais là, ce sera bien aux mineurs de prouver qu'il y a eu contrainte. Est-ce que la charge de la preuve n'est pas inversée là? Non, la charge de la preuve n'est pas inversée. C'est toujours aux mineurs de prouver qu'il y a eu effectivement cette contrainte et en tout cas qu'il n'était pas consentant. Mais ce n'était pas l'objet du projet de loi au départ? Non, initialement, il s'agissait de poser un seuil d'âge et effectivement, on avait évoqué une présomption. Donc, l'irréfragabilité telle que je viens de vous le dire aujourd'hui, la contrainte établie m'est opposée dans le sens où on me dit mais finalement elle serait anti-inconstitutionnelle. Seulement moi je ne connais qu'un juge de la constitutionnalité, c'est le Conseil constitutionnel. Donc ce que je dis, c'est débattons-en en hémicycle, proposons-le et voyons si le Conseil constitutionnel le retient ou l'écarte. La deuxième proposition est effectivement de fixer un seuil d'âge et donc une présomption simple pour les mineurs de 15 ans, ce qui signifie que la charge de la preuve est inversée et que finalement ce serait à l'agresseur d'apporter la preuve du non-consentement de sa victime. Ça veut dire que tous les rapports sexuels avec des mineurs de moins de 15 ans ne pourront pas être qualifiés de viol? Alors, la définition du viol, elle est là, elle existe toujours, les conditions sont toujours les mêmes. D'ailleurs, le texte, si vous l'avez vu un petit peu, a été amendé, puisque jusqu'ici, dans sa rédaction, c'était tout acte de pénétration commis sur la personne de... Et on devrait aller vers une rédaction qui dirait que c'est imposé à, réunissant toujours les 4 éléments. Donc le viol est toujours, la définition du viol et le crime de viol, Dieu merci, est toujours dans le code pénal. Mais effectivement, cet article 2 vient renforcer l'atteinte sexuelle en agrégeant un acte de pénétration. Certes, les peines sont aggravées passant de 5 à 10 ans, mais finalement, moi ce que je vois, c'est un renforcement de la correctionnalisation. C'est bien ce que dénoncent certaines associations. C'est exactement ce que dénoncent les associations. Elles disent très justement que le viol est un crime et que ce n'est pas un délit. Voilà, donc c'est cour d'assises et c'est pas tribunal correctionnel, alors que ça pourra le devenir avec cette nouvelle atteinte sexuelle. Cette nouvelle atteinte sexuelle sur mineur par pénétration punie de 10 ans de prison. Tout à fait. Voilà. Et je pense qu'il y aura effectivement on va vers un renforcement de la correctionnalisation et donc un renforcement du délit et non plus du crime tel qu'il est défini par la loi. Du coup, il ne vous satisfait pas totalement, vous, ce projet de loi? Non, ce projet de loi ne me satisfait pas totalement. D'abord, comme je vous le disais au départ, il y avait un texte initial sur lequel est venu s'agréger ce sujet-là, qui, je crois, devrait être abordé spécifiquement et de façon beaucoup plus globale qu'il ne l'est dans la rédaction de ces 2 articles, puisque ce ne sont que les 2 premiers articles qui concernent les violences sexuelles sur mineurs. Vous nous avez dit au début de cette émission que l'article 2, finalement, ça ne changerait pas grand-chose sur les abus sur mineurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cet article 2 soit bel et bien supprimé dans l'hémicycle? On sait qu'il a fait beaucoup débat en commission. Il a fait beaucoup débat en commission, c'est même l'article sur lequel nous avons le plus débattu. Je ne pense pas qu'il soit remis en question dans l'hémicycle. Il sera également débattu et j'espère que nous irons vers toujours ce seuil d'âge à 15 ans, pourquoi pas, mais en tout cas ce seuil d'âge à 15 ans, pourquoi pas, mais en tout cas avec une présomption simple et encore une fois le renversement de la charge de la preuve pour que ce ne soit plus aux petites victimes de dire si oui ou non elles étaient consentantes à l'acte. Alors ce projet de loi, il crée aussi une infraction pour outrage sexiste. Est-ce que vous pensez que ce sera efficace ?
Ça me paraît difficile. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, sur ce projet de loi, j'ai surtout travaillé sur les violences sexuelles sur mineurs, puisque j'avais été saisie au moment de l'affaire Sarah par le papa de Sarah. Donc, j'ai créé un groupe de travail et j'ai essentiellement travaillé sur le premier volet de ce projet de loi. C'est 90 € finalement cette amende pour outrage sexiste. On imagine qu'il n'y aura pas forcément un policier derrière chaque femme. C'est ce qu'on entendait aussi dans ce sujet. C'est toute la difficulté du sujet, bien sûr. La condamnation, c'est très bien. C'est dissuasif finalement. Oui, c'est censé être dissuasif. Alors il faut saluer tout ce qui peut être dissuasif et surtout il faut quand même reconnaître à ce texte d'être dans la ligne très très volontariste malgré tout de ce que souhaite le gouvernement pour la promotion réelle de l'égalité femmes-hommes. On le retrouvera d'ailleurs également dans le texte sur la formation professionnelle, l'apprentissage et le chômage, où il y aura un volet spécifique sur l'égalité salariale et encore les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes au travail. Donc il faut quand même saluer cette démarche, mais effectivement je crois qu'on aurait pu aller plus loin. Vous avez proposé un crime d'inceste spécifique. Est-ce que cela figurera dans la loi ? Je pense que ça ne figurera pas dans la loi issue de cette lecture qui va arriver. J'ai déposé un amendement par lequel, en fait, je demande un rapport au gouvernement pour faire un état des lieux véritablement sur l'inceste, parce que finalement, on a des statistiques, on a des données qui remontent des associations. Mais on en sait assez peu de choses parce que c'est un véritable tabou. Là, pour le coup, on peut parler de fantôme juridique. C'est quand même 75% des violences sexuelles sur mineurs. C'est 4 millions de personnes, c'est 6% des Français. Donc je pense qu'il y a véritablement un intérêt à travailler dessus, à peut-être proposer un plan inceste et effectivement, je l'espère, créer un crime spécifique d'inceste qui n'est qu'aujourd'hui finalement qu'une circonstance aggravante. Alors ce projet de loi, il prévoit aussi un allongement des délais de prescription en cas de viol. Ils passeront de 20 à 30 ans, car le choc traumatique est tel que la parole des femmes met un certain temps à se libérer. Nous avons rencontré Mie Koiyama, victime d'amnésie traumatique après un viol. Elle juge ce délai encore insuffisant. Regardez ce reportage de Rabika. Elle vit avec une immense blessure depuis 40 ans. Mie Koiyama a 5 ans lorsque sa vie bascule. Alors qu'elle passe des vacances chez sa grand-tante, un cousin éloigné la viole. Elle n'en parle à personne et oublie ce drame. Mais 32 ans plus tard, la scène lui revient. C'est comme une espèce de bombe atomique qui vous explose dans le cerveau, c'est-à-dire avec toutes les sensations qu'on peut imaginer qu'est un enfant violé par un adulte, c'est-à-dire la terreur, la paralysie, les espèces d'émotions qui sont complètement décuplées et décuplées aussi parce qu'elles ressurgissent. Elles ont été encagées dans l'inconscient pendant 32 ans et quand elles ressurgissent avec une violence qui est une violence absolument inouïe. Comme près d'un quart des mineurs victimes de violences, Mie Koiyama a fait une amnésie traumatique, un oubli qui l'a empêché de porter plainte à temps. En France, les mineurs victimes de violences sexuelles ont 20 ans après leur majorité pour saisir la justice. Le projet de loi prévoit de rallonger ce délai de 10 ans, insuffisant pour Mie Koiyama. On soutient l'amendement qui a été voté au Sénat par M. Buffet, c'est-à-dire faire de l'amnésie traumatique un obstacle insurmontable, c'est-à-dire de telle sorte à ce que ça suspende la prescription et que les victimes qui sortent d'amnésie traumatique, sous réserve d'expertise, sous réserve de l'appréciation des juges, puissent déposer plainte quand elles sortent de l'amnésie traumatique. L'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, un combat qu'elle mène aux côtés de cette psychiatre qui milite pour faire reconnaître l'amnésie traumatique par la justice. Avec cette déconnexion émotionnelle, elle produit une amnésie traumatique, mais elle produit aussi une anesthésie émotionnelle qui fait que la personne va mal, mais elle est déconnectée de ses émotions et elle n'a pas la capacité de parler ou de se battre, ou de vouloir dénoncer. Elle n'a pas la possibilité de dénoncer les faits, parce qu'elle est complètement déconnectée. Émotionnellement, et elle paraît même parfois indifférente par rapport à ce qui s'est passé. L'imprescriptibilité pour lutter contre l'impunité des criminels, une disposition adoptée début mai par le Chili est déjà appliquée en Suisse et au Royaume-Uni. En France, l'allongement de la date limite pour saisir la justice est salué par les victimes. Elles espèrent désormais l'imprescriptibilité de tous les crimes sexuels sur mineurs.
Nathalie Elimas, Miye Koiyama, que vous avez entendu dans ce reportage, a parlé au bout de 32 ans. Est-ce que c'est suffisant d'allonger, c'est déjà ça, mais de 20 à 30 ans, ce délai de prescription pour viol? Il faut saluer cette évolution. On a légiféré il n'y a pas si longtemps, on est passé déjà de 10 à 20 ans, il y a assez peu de temps, avec le rapport Fenech-Touré. Aujourd'hui, on va à 30 ans à partir de la majorité de la victime, c'est-à-dire qu'elle a jusqu'à l'âge de 48 ans pour agir. Au-delà, elle est prescrite. Donc, c'est une avancée. Je disais récemment, c'est un pied dans la porte. On a mis un pied dans la porte. Il faut saluer cette avancée, mais je crois qu'il faut continuer à débattre pour aller plus loin. Alors, comment, en effet, c'est toute la question, puisque aujourd'hui, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est un monument, ça a été posé dans des conditions très particulières. Je comprends qu'on ne puisse pas le chambouler comme ça. C'est ce qu'ont demandé quand même certains députés de l'opposition. On entendait Sébastien Ly tout à l'heure. Quand même certains députés de l'opposition. On entendait Sébastien Ly tout à l'heure. L'imprescriptibilité pour les crimes sexuels, puisque là, tout à fait, dans la logique de ce que ce monsieur disait en commission des lois, finalement, nos enfants sont l'humanité, et donc effectivement, on peut tout à fait le raccrocher dans l'esprit au crime contre l'humanité, bien sûr. On aurait dû aller jusque-là. Et le rendre imprescriptible. Est-ce qu'on aurait dû aller jusque-là? Je ne sais pas. Moi, j'ai proposé, là encore, on a un amendement d'appel, un appel au débat de façon très sérieuse sur l'imprescriptibilité. Et si toutefois on ne veut pas aller jusqu'à ce mot d'imprescriptibilité, il y a une autre solution, c'est non pas d'allonger jusqu'à 30 ans, mais il y a une autre solution, c'est non pas d'allonger jusqu'à 30 ans, mais peut-être jusqu'à 40 ou 50 ans. Et là, finalement, c'est une vie pour agir. Donc encore une fois, un projet de loi qui ne va pas tout à fait assez loin pour vous. Qui ne va pas tout à fait assez loin. On doit aussi, je pense, inscrire dans la loi l'amnésie traumatique et prendre en considération les chocs traumatiques. Et alors, on pourra réellement discuter sur la prescription. Merci Nathalie Elimas d'avoir été avec nous ce matin, malgré tous vos problèmes de transport. Vous êtes députée MoDem du Val d'Oise, membre de la commission des affaires sociales, et Valérie Rabault qui devait nous rejoindre également a eu également des petits soucis et ne pourra être avec nous ce matin. On va donc poursuivre cette émission. Je vous remercie d'avoir été là. Avec le terrorisme qui a encore frappé en France. Un Français d'origine tchétchène a tué une personne samedi soir en plein Paris et en a blessé 4 autres. Il était fiché S et avait été entendu il y a 1 an par la police. Alors l'État a-t-il failli? Comment prévenir un nouvel attentat? Faut-il faire évoluer la législation sur les fichiers S? On en débat dans Ça fait l'actu. On en débat dans Ça fait l'actu avec Pascal Bonnefille. Bonjour Pascal. Bonjour Brigitte. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Hémicycle, et avec Ludovic Faux. Bonjour Ludovic. Bonjour. On vous retrouve, vous êtes bien sûr journaliste à LCP. Alors ce week-end, Daesh a revendiqué un nouvel attentat au couteau en France, un de plus commis par un fichier S. Est-ce qu'il était possible de l'éviter, Pascal ? On se retrouve face à ce sujet qui est permanent et manifestement angoissant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des gens qu'on repère, qui sont plus ou moins repérés, mais qui au fond n'ont pas de casier judiciaire, qui n'ont pas de passé judiciaire considérable. Que peut faire la loi par rapport à ça? Alors on a entendu les propositions disant que toutes les personnes fichées S, ce qui représenterait plusieurs milliers de personnes, devraient être soit condamnées, soit... Enfin, on voit mal comment on pourrait faire. Et donc on a d'un côté une forme de repérage d'un certain nombre de gens dangereux, mais potentiellement, et puis le passage à l'acte avec un couteau de cuisine quand même. Hein. Donc, vous voyez la difficulté, je pense, pour des services de renseignement ou de police d'une manière générale, de repérer des gens avec un couteau de cuisine. Moi, je peux aussi sortir avec un couteau de cuisine. J'habite d'ailleurs rue Saint-Augustin, c'est une information que je donne aux terroristes. Donc, si vous voulez, c'est une forme. C'est ça qu'il y a de terrible, ce qu'on sent aujourd'hui. De l'impuissance au fond l'imprévisibilité de ce genre d'actes terroristes, de passage à l'acte. Est-ce qu'il y a une défaillance de l'État ou pas? L'assaillant, là, en l'occurrence, non seulement il était fiché S, mais en plus on sait qu'il était inscrit au ce qu'on appelle le FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
donc il était doublement fiché en quelque sorte. Hein. Le problème, c'est que les fichiers S, il y en a 20 000 en France, dont 12 000 pour des liens avec l'islamisme radical, et on sait que ce qu'on appelle le haut du spectre, hein, parmi ces 12 000, c'est un tiers, c'est-à-dire 3 000 personnes. Lui, il était plutôt en bas du spectre. Et lui était plutôt justement en bas du spectre, effectivement. Donc impossible à repérer, comme finalement. Le terroriste de Trèbes. Donc on l'avait repéré encore une fois, mais il faisait pas partie de ceux dont on pensait qu'ils pouvaient passer le plus rapidement à l'acte. Et on sait par ailleurs que pour surveiller une personne, à temps complet, en quelque sorte, il faut 15, 20, 30 policiers. Donc on tombe assez rapidement sur ce problème, on repère des gens, on repère des gens, mais on n'a pas les moyens humains pour les surveiller en permanence. Et puis, comme le disait Pascal, effectivement, on ne peut pas condamner, enfermer durablement, des gens de façon préventive, et c'est toute la difficulté à l'heure actuelle. C'est ce que propose la droite ou l'extrême droite sur ces fichiers S. Sans donner clairement ce qu'elle ferait légalement si elle était. Voilà, quel mode d'emploi, il faudrait faire une loi. Ça aurait changé quelque chose, par exemple, pour ce Français d'origine tchétchène? On aurait pu le mettre en prison, mais quel juge l'aurait condamné? Sur quel motif? Sur quel fondement? Sans créer de délit? C'est bien toute la perversité du système. On sent bien à quel point nous sommes en partie désarmés face à ça. Et au fond, toute société est désarmée face à ça. Et au fond, toute société est désarmée face à un homme qui veut vraiment, avec un couteau de cuisine, tuer quelqu'un dans la rue. Quelle société peut se protéger totalement de tels actes? Donc une forme d'impuissance, donc ça peut éventuellement se reproduire. La réponse de l'État, est-ce qu'elle est suffisante là aujourd'hui? C'est pour ça que le gouvernement ce week-end a expliqué encore une fois que le risque zéro n'existe pas. Est-ce que ça peut suffire aux Français victimes de terrorisme? Ça peut suffire, ça suffit malheureusement au jour le jour, au quotidien, puisqu'on voit bien qu'il y a une grande résilience de la société, mais ça ne pourra suffire de façon durable que si effectivement les Français ont le sentiment que tout est fait pour empêcher au maximum ces attentats. Alors, ces attentats. Alors le gouvernement explique que beaucoup a déjà été fait. La droite et l'extrême droite expliquent que ce n'est pas suffisant. Néanmoins, on voit bien qu'avec un terrorisme endogène, ce sont des Français, alors naturalisés ou pas, mais qui commettent ces actes. C'est un terrorisme low cost qui ne demande pas beaucoup de moyens. Voilà. On l'a vu, un simple couteau. Et puis, pour revenir juste un instant sur les fichiers S, ces dernières années, parmi les terroristes qui sont passés à l'acte en France, on sait que c'est à peu près 60-40 le rapport entre ceux qui étaient fichés S et ceux qui ne l'étaient pas. Donc tous, de toute façon, ne sont pas malgré tout repérés ou repérables. Néanmoins, pour répondre à votre question, il y a quand même, d'après le ministère de l'Intérieur, une vingtaine d'attentats qui ont été déjoués en 2017, l'année dernière. Bon, évidemment, et c'est à chaque fois une petite victoire des terroristes, on ne parle que des attentats qui sont effectivement... Et on ne parle aussi que de ce qui ne peut être dit aussi de façon légale, j'imagine. Enfin, moi, je ne connais pas tous les secrets, bien sûr, de ce qui se passe dans les services de renseignement français, mais il y a aussi sans doute toute une partie de lutte contre le terrorisme qui se fait en France, ailleurs, si j'ai bien compris, et de manière un peu lisière de notre droit. Et comment l'expliquer? Vous voyez, c'est-à-dire, je pense que les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont sans doute face à ce problème. Soit ils agissent de manière clandestine, et comment parler de choses qui ne sont pas officielles, c'est compliqué. Soit ils agissent dans le terme de la loi. Et actuellement, encore une fois, un homme comme ce jeune homme, légalement, à part le fait qu'encore une fois, il avait été signalé, on voit mal ce qu'on aurait pu faire contre lui. Que dire de la réponse du gouvernement, du Premier ministre, de Gérard Collomb, du président du Premier ministre, de Gérard Collomb, du président de la République? On voit toujours ce problème aussi, c'est-à-dire forcément il y a partage de l'émotion, il y a etc. Et on voit mal comment faire autrement, bien entendu. Et il y a ce côté répétitif qui est évidemment à chaque attentat cet aspect dolosif, victimaire, mais qui est on ne voit pas comment on peut faire autrement. Moi, c'est ça qui ne voit pas comment on peut faire autrement. Moi, c'est ça qui Certains disent à Emmanuel Macron d'intervenir plus sur l'islam radical, la fermeture de mosquées salafistes. C'est sans doute un piège aussi, évidemment, politique. Il y a sans doute, on peut toujours l'arsenal législatif ces dernières années, il a été beaucoup développé. On a même adapté
récemment depuis le début du quinquennat, adapté récemment depuis le début du quinquennat, un certain nombre de mesures qui relèvent de l'état d'urgence au droit commun. Ça a d'ailleurs fait beaucoup débat. Alors la droite trouvait que c'était trop laxiste encore, la gauche trouvait qu'au contraire c'était trop répressif et même liberticide. Il y a sans doute encore un certain nombre de mesures à trouver ou à faire évoluer, notamment pour ce qui concerne la consultation de sites djihadistes. Et là, il faut que les acteurs du numérique comme Google soient pleinement soient pleinement impliqués dans cette lutte-là. Il y a sans doute effectivement vis-à-vis du salafisme possibilité de, même si là encore, pour fermer une mosquée, il faut des éléments concrets. Mais il y a sans doute effectivement davantage d'investigations à mener dans ce sens-là. L'arsenal globalement a beaucoup été renforcé ces dernières années. Après, il faut effectivement réussir à en faire usage, à la fois sur le plan des enquêtes et judiciaire. Toute la difficulté, c'est qu'on est en train de passer à une mutation, c'est-à-dire qu'on avait une politique défensive finalement contre le terrorisme. Il faut passer à une lutte préventive, et c'est ça tout. Et on va être obligé de s'arrêter là. Merci Ludovic. Préventive, et c'est ça tout. Et on va être obligé de s'arrêter là. Merci Ludovic Faux, journaliste LCP. Merci Pascal Bonnefille, directeur de la rédaction de l'Hémicycle. Tout de suite, c'est l'état de l'opinion avec Harris Interactive. Jean-Daniel Lévy nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Brigitte. Alors on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, de ses 1 an à l'Élysée, moins des autres personnalités. Qu'en est-il de ces ministres ? Écoutez, ils sont, c'est pas toujours très bien connus ou très bien identifiés en tant que tels. Pour autant, il y a un certain nombre qui ont une notoriété, ou en tout cas une croissance de leur notoriété auprès des Français qui est relativement importante. On va le voir ici s'afficher, avec la capacité des Français à pouvoir plus facilement que par le passé, pouvoir parler de ministres tels que Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ou encore Jean-Michel Blanquer, avec à chaque fois entre 7 et 8 Français sur 10 qui disent oui, je suis en capacité de pouvoir en parler. Puis surtout, une progression extrêmement forte par rapport à la mesure qu'on pouvait faire il y a de cela précisément 1 an, notamment parce qu'on le voit, ce sont des ministres qui ont été sur les sujets les plus emblématiques et qui arrivaient avec une notoriété préexistante qui apparaissait comme étant relativement faible. Et comment a évolué le rapport des Français au cours des derniers mois ? Quand on regarde justement ces ministres et qu'on y ajoute en fait les principaux ministres, on peut voir que globalement, il y a une baisse de la confiance à l'égard de l'ensemble des ministres qu'on a pu identifier. Là, on le voit de manière statique, une confiance qui s'étale entre 50% en faveur de Laura Flessel et 32% en faveur de Muriel Pénicaud. Mais dans le détail, on a pu voir que sur l'ensemble de ces ministres, il y en a 2 qui se singularisent. Un, Nicolas Hulot, dont la confiance a baissé très nettement en fait depuis son entrée en fonction au gouvernement, et puis en parallèle Jean-Michel Blanquer, qui est le seul ministre pour lequel la confiance a progressé de manière quasi continue au cours de cette année, et qui était non seulement très peu connu et peu identifié au début, et qui aujourd'hui apparaît comme étant plus connu et un peu mieux apprécié de la part des Français. Et en dehors du gouvernement, ça donne quoi ? On va voir en fait qu'on est face à une opposition qui est une opposition qui ne parvient pas véritablement à convaincre, et surtout qui baisse depuis 1 an. 30% pour Benoît Hamon, 24% vous le voyez pour Jean-Luc Mélenchon, 17% pour Marine Le Pen, 15% pour Laurent Wauquiez, et auprès de l'ensemble des Français, avec des baisses, vous le voyez, de la confiance qui est assez caractérisée. Et on va même le voir sur le tableau suivant, avec au sein de chacune des formations politiques une confiance qui est une confiance relativement faible, voire en tout cas en baisse par rapport à mai dernier. Moins 6 points parmi la France insoumise chez Jean-Luc Mélenchon, moins 11 points parmi les sympathisants Front National concernant Marine Le Pen, moins 8 points parmi les sympathisants PS, même si on sait qu'aujourd'hui Benoît Hamon n'est plus au Parti Socialiste par rapport à mai dernier, puis une plus au Parti Socialiste par rapport à mai dernier, puis une progression de 3 points, même s'il est à un niveau relativement faible de la part de Laurent Wauquiez. Donc non seulement il y a aujourd'hui des Français qui sont pour 1 sur 2 en gros, accordent leur confiance au président de la République, et dans un même élan, une difficulté à avoir une progression de l'opposition au cours de cette année passée. Merci Jean-Daniel Lévy pour cette analyse d'Harris Interactive. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous tous de rester jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ces désagréments et ces difficultés dues à des problèmes de transport de nos invités. Demain, émission comme d'habitude, 8h30, vous nous retrouverez Politique Matin, et à 9h, mon invité
invité sera Julien Denormandie. Il est secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Très bonne journée sur LCP. À demain.